Ce soir, je suis avec Michel Sorgue. Michel Sorgue, sous-directeur du concours international de Genève, le CHI de Genève, et en passe de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe suisse de saut d'obstacles. Bonsoir Michel, Bonsoir Théo, ça va? comment vas-tu? Très bien, Bah, merci. moi aussi. Très joli chien, j'aime beaucoup. Bon, il va faire un petit peu de bruit, je suis Ouais, désolé, c'est pas grave, très joli chien. c'est pas les chiens les plus discrets. Bon, comment vas-tu? Je suis ravi de t'avoir ce soir, ça fait Merci vraiment de plaisir. m'inviter, ça un plaisir. Plaisir. Comment vas-tu? Où passes-tu ton confinement? À la maison, comment je vais? Vu la situation, j'ai la chance d'aller bien. En Suisse, c'est un petit peu différent. On est en semi-confinement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester à la maison, mais on respecte quand même bien les règles. Nous, on sort très peu et on a la chance d'habiter dans la campagne de Genève. On a un jardin et disons qu'avec deux enfants de 2 et 5 ans, ma femme et moi, on est assez occupés pendant Ah oui. la journée. Et au milieu de ça, on case le télétravail. Donc voilà, on va pas se plaindre. Il y a des situations beaucoup plus difficiles. En ce moment, c'est une période vraiment bizarre, hein, en tout cas. C'est sûr. Bon, on est ensemble pour une heure. C'est vrai que c'est un concept qu'on a développé pendant ce confinement, justement. Et puis, on va échanger avec les gens. Je vais juste ancrer ton nom dans les commentaires. Comme ça, les gens qui nous rejoignent ensuite pourront voir Jump Live avec Michel Sorg. Hop, on apprend tous les jours. On a découvert ça il y a peu. On peut ancrer un Ouais, commentaire. C'est parti. Donc, c'est vrai qu'on souhaitait t'avoir parmi nous parce que c'est quand même assez intéressant. Tu es plutôt très jeune et tu es en passe de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe suisse de saut d'obstacle, qui compte les deux meilleurs cavaliers de la planète actuellement. Et puis, tu as un parcours riche dans le journalisme, la communication, dans l'animation. Je disais speaker, mais Yannick Bichon nous a dit moi, je considère que c'est de l'animation. Le speaker, c'est celui qui annonce tel partant, tel partant. Moi, j'anime un public, je fédère. Donc, lui a employé le mot animateur. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut te définir là actuellement? Quelle casquette tu occupes? Alors là, actuellement, pour l'instant, je suis sous-directeur du concours hippique de Genève et en plus, je suis directeur sportif du saut d'obstacle à la Fédération suisse. Ça, c'est un mandat à côté, mais mon emploi aujourd'hui, c'est celui au concours hippique de Genève depuis 8 ans maintenant. Voilà, j'ai commencé par être membre du comité et ensuite, voilà, j'ai gravi certains échelons pour arriver à ce poste-là. Et puis à la fédération, depuis un peu plus d'un an maintenant, j'occupe cette fonction de chef sport, comme ils appellent ça, qui est en fait la personne responsable de tout ce qui touche vraiment au côté purement sportif D'accord. de la discipline saut. Et puis à côté, j'ai fait pas mal de choses dans le milieu équestre, speaker ou commentateur, animateur, amuseur et accompagnateur. Moi j'aime assez le mot accompagnateur parce que le spectacle, il est sur la piste et l'animation, elle est sur la piste. Nous, on accompagne pour essayer de le rendre encore un petit peu plus agréable. Et puis, j'ai aussi commenté pour une télévision privée en Suisse des étapes du circuit de la Coupe du Monde et de la Coupe des Nations. Donc voilà, j'ai une vie bien remplie et qui aujourd'hui est presque essentiellement tournée autour du cheval. C'est vrai que, bon, hier soir, on allait me coucher et je me suis dit, bon, voilà, ce soir, j'ai ce live avec Michel et j'ai eu ta voix en souvenir criant Jalis Cassolier. C'était toi, non, qui l'annonçait pour son départ à la retraite ou pour Oui, un grand prix qu'elle a couru? exactement. Oui, Qu'est-ce que ça exactement. fait de speaker avec le meilleur public de la planète quand on est au milieu de cette piste et qu'on entend? C'est fou, c'est fou. Et j'ai eu énormément de chance de pouvoir faire ça très jeune. Grâce à la confiance du comité de Sophie Motu, qui est la directrice, et j'ai envie de dire, et surtout d'Alban Poudret, qui est le directeur sportif et qui m'a énormément appris dans ce milieu-là et en tant que speaker. Et c'est amusant que tu parles de ces adieux de Jalis Casselier parce que c'était un des grands moments. Il y a des grands moments dans les épreuves, mais il y a des grands moments d'émotion comme ces adieux de Jalis Casselier qui ont pris en plus quelques semaines plus tard une autre tournure, vu que malheureusement elle a eu cet accident tragique et on sait la relation que Steve nouait avec Jaliska, et il y a eu les adieux de Nino aussi qui ont été, je pense, enfin non, je suis même sûr, pour moi, mon moment le plus incroyable Ah au oui, micro ah ouais, c'était fou parce que ce que Steve représente pour ce sport-là est
ce sport-là en Suisse, ce que ce couple a représenté, ce titre de champion olympique. Et c'est vrai qu'en plus, enfin voilà, je connais Steve depuis longtemps, donc il y avait plein de choses qui se mélangeaient. Il y avait une vraie émotion et près de 10 000 personnes dans ces gradins qui étaient là pour Nino et pour Steve, c'était fou. Donc oui, puis à Genève, on a la chance d'avoir ce public incroyable. De temps en temps, il y a certaines personnes qui disent, mais pourquoi à Genève, il n'y a pas de jingle lorsqu'il y a un sans faute? Mais en Ah oui, fait, le public exact. se suffit à lui-même, quoi. Et c'est vrai que c'est une immense chance d'avoir fait cela depuis. J'ai commencé en 2005 au micro là-bas. Et là, ce qui va être bizarre, c'est que je ne serai plus speaker à partir de cette année, puisqu'on ne peut pas endosser les deux casquettes de chef d'équipe et de speaker. Ça deviendrait un petit peu bizarre, non seulement d'un point de vue purement éthique, et puis aussi, on ne peut pas être au four et au moulin tout le temps. Donc, deux de tes plus grands souvenirs à Genève étaient des cérémonies d'adieu. C'est vrai que quand tu speaks Non, mais à. évidemment, il y a des événements sportifs qui sont incroyables. Il y en a plein, mais c'est vrai qu'en termes d'émotions pures, je dirais que c'était exclusif et c'est des choses qu'on ne revivra pas. Des victoires qui sont émouvantes, il y en a bien sûr beaucoup, mais les adieux de Nino, ce sera une seule fois dans une vie. Ouais. Donc Et c'est puis, c'est au ça milieu qui de la rend piste, contrairement peut-être à quand tu speaks tes aussi épreuves. et aller tendre le micro à un cavalier qui fait les adieux de son cheval. Il y a eu en décembre dernier, il y a eu Helio Santos. C'était incroyable aussi parce que le cheval était là, Scott était là. C'est à Genève qu'avait commencé son grand chelem après ses victoires successives. Donc, oui, on est privilégié à ce moment-là, mais en tout cas, moi, je ne suis pas speaker pour moi. Ce qu'il faut, c'est mettre en valeur ceux qui sont là pour le moment qu'on est en train de vivre tous ensemble. Et tu parlais de Nino, justement, et son sacre. En fouillant un petit peu, j'ai vu qu'en fait, bon, tu as été journaliste. Ensuite, tu t'es dirigé vers la communication. Donc, le 1er août 2008, tu rentres dans la société du frère de Steve 2012. Gerda. 2012. 2012, pardon. Oui, Ouais. 2008, c'est C'était Eric Lamaze. Et j'ai pas eu la chance de travailler avec Eric Lamaze. 2012. Et du coup, tu travailles pour le frère de Steve Gerda. Et Ouais. 8 jours plus tard, il devient champion olympique. Et du coup, tes missions changent totalement. Ouais, c'était incroyable parce que bah, je travaillais pour une télévision privée, sportive privée en Suisse. Je présentais les émissions TV de cette chaîne et puis j'ai décidé de changer un petit peu de cap. J'avais fait un petit peu le tour de la question. Et puis Yannick et moi, on est proches depuis longtemps. Et Yannick on a discuté. Il m'a dit, écoute, ça m'intéresserait que tu viennes pour la communication et le marketing un petit peu dans ma société. Et ce fameux 8 août 2012, on était les deux dans son bureau. Yannick n'était pas sur place. Et on était les deux dans son bureau. Et on a regardé cette finale des Jeux Olympiques individuels. Alors déjà, premièrement, c'était évidemment incroyable ce qui s'est passé. C'était incroyable de le vivre avec le frère de Steve. Euh, voilà, ce d'autant avec la relation que Yannick et moi on a. Et après, à un moment, on s'est assis, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, bon, après une semaine, ton mandat vient de changer. Et c'est là qu'on a mis tout en place. Alors, c'est lui qui gérait la chose, hein, c'est lui qui gère toujours aujourd'hui tout le management de Steve. Et là, il m'a dit, écoute, voilà, tu vas t'occuper principalement de voilà, tout ce qui est communication autour de Steve, la rédaction des textes, un peu les réseaux sociaux, les news sur le site et surtout les relations médias de Steve. Et j'ai eu la chance de faire ça jusqu'en avril 2013 et c'était incroyable aussi de passer de l'autre côté déjà du décor entre avoir été journaliste et se retrouver à gérer les demandes des Oui. journalistes et c'était magnifique de pouvoir faire ça avec la famille Gad. Et du coup, ça se passe comment concrètement? C'est super intéressant de savoir un peu ça. Un cavalier, il est champion olympique. Euh, En fait, tu étais un peu l'extension de Steve Gerda, ou en tout cas son Avec porte-parole, Yannick, on ouais, pourrait tout à dire. fait. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sollicité tout de suite par toutes les télés de la planète Terre? Est-ce que vous dites non à certaines personnes? Comment ça se passe? Alors, honnêtement, je peux plus dire exactement combien il y a eu de demandes, mais je crois qu'on était proche de 600 demandes d'interview. C'était un truc vraiment de fou furieux. Et il y a très rapidement eu des demandes. Et je dirais que Steve est devenu champion olympique et un quart d'heure plus tard, Yannick, qui a une des plus grosses agences web de Suisse, et une des meilleures aussi d'ailleurs, euh,
un quart d'heure plus tard, il avait créé une adresse email spéciale pour les médias. On a fait un post sur les réseaux sociaux et là, c'est tombé. Et ça s'est jamais arrêté. Et c'était incroyable. Et bien sûr qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde tout de suite, mais au final, pas dire de bêtises, mais je pense que presque tout le monde a pu avoir plus ou moins ce qu'il souhaitait, parce qu'évidemment, avec son planning et son emploi du temps, Steve peut pas répondre à tous les médias pendant une demi-journée pendant 5 ans, quoi. Ça, c'est pas Ouais. possible. Et il reste cavalier avant de répondre aux médias, mais c'est quelque chose qui fait très bien. Mais évidemment, on est passé avec un titre de champion d'Europe et champion du monde, qui sont des titres incroyables, c'est déjà quelque chose de très fort. Mais champion olympique, on rentre vraiment dans une autre dimension, dans le sens où le grand public, même pas connaisseur, du coup s'intéresse à l'athlète. Et du coup, des médias qui peut-être ne se seraient pas intéressés au sport équestre, tout à coup se sont dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Et surtout que enfin, Steve a quand même ce charisme et cette aura assez forte. Et comme on dit dans les médias, c'est un bon client. Donc voilà, ça a été une aventure complètement folle et qui s'est toujours fait dans une super ambiance aussi. Et je crois que ça nous a encore plus rapprochés. Et voilà, ça devait pas être non plus tout simple. De temps en temps, qu'il fallait appeler Steve et lui dire, écoute, il y a encore cette demande et cette demande et cette demande. Ben, il l'a toujours fait avec plaisir, mais voilà, il restait cavalier et il fallait se concentrer, bien sûr. Il fallait réussir à trouver la bonne moyenne entre ne pas en faire trop et ne pas en faire pas assez. Et bon, c'est vrai que du coup, ça t'a enrichi de un peu toutes les facettes différentes auxquelles peut avoir accès un cavalier. Mm. Et là, du coup, tu vas être un peu le patron de tes cavaliers. C'est c'est un bagage inestimable finalement pour comprendre en tout cas tout l'écosystème dans lequel ils évoluent. Je C'est pense que aussi pour ça que tu vas être sélectionneur aussi jeune, tu penses? ça, c'est pas à moi d'y répondre, mais je pense que j'ai cette vision, je dirais, à 360 degrés qui peut être intéressante. J'ai aucune prétention, et c'est ça qui est un petit peu différent en Suisse par rapport à d'autres pays, ou peut-être la majorité des autres pays, c'est que nous, on a vraiment un duo à la tête de l'équipe. C'est déjà le cas avec Andy Kissler aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment un manager d'équipe et un coach technique. Et je veux dire, moi, je vais évidemment, j'ai pas du tout la prétention d'aller dire à quel cavalier que ce soit ce qu'il doit faire techniquement, parce que premièrement, j'en ai pas les compétences, et deuxièmement, on a Thomas Fuchs qui est là pour ça. Donc on a ce système un tout petit peu différent, mais c'est vrai qu'en termes de management, bah voilà, j'ai eu la chance de faire plusieurs choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup de communication, du marketing, du sponsoring aussi. J'ai vu le sport de l'intérieur en tant qu'organisateur, en tant que speaker. Je sais aussi ce qui se passe sur une tribune du jury. J'ai ce passé de journaliste, qui est un métier que j'ai exercé pendant de nombreuses années. Donc, malgré mon jeune âge, comme tu dis, 34 ans, quoique, hein, on se rapproche bientôt de la quarantaine. Euh, et, euh, et je pense que cette vision à 360, elle peut être intéressante. Et puis, il y a Thomas Fuchs à côté, qui est l'un, si ce n'est le meilleur entraîneur du monde et qui connaît ce sport comme peu de monde et avec lequel je vais énormément apprendre aussi. Et ça, c'est une grande chance. Et puis l'autre grande chance aussi, c'est que Andy Kissler a fait un travail remarquable en tant que chef d'équipe. Et puis j'arrive, je dirais, sur une place nette avec un bon esprit d'équipe, avec des cavaliers évidemment au niveau sportif qui sont incroyables. Alors il y a bien sûr Steve et Martin qui dominent l'équitation là depuis de nombreux mois et qui n'ont rien raté. Enfin, je veux dire, c'est tout simplement fou. Mais on a évidemment toujours Pius Switzer, pour citer que lui, qui peut être un solide pilier. On a le jeune Brian Balsiger qui a flambé et qui a vraiment promis une magnifique carrière. Donc, c'est vrai que tout ça mis bout à bout fait que il y aura quelque chose de beau à faire, mais il y a du travail. C'est pas parce que les signaux sont au vert, c'est justement pas pour ça qu'il faut se reposer là-dessus. Question de Manon, justement, je vais commencer à prendre quelques questions maintenant qu'on en sait un petit peu Mhm. plus sur toi. Ça fait quoi de devoir coacher ou en tout cas avoir dans son équipe les deux meilleurs cahiers de la planète? Je crois que cette question, si Manon la pose à n'importe quel chef d'équipe, je crois que n'importe quel chef d'équipe rêverait que ça soit le cas. Euh, c'est
c'est un luxe immense et du coup derrière les attentes sont aussi grandes, bien sûr, quand on est à la tête d'une équipe avec des cavaliers comme ça. Mais c'est aussi une immense chance, bien sûr, sportivement. Mais ce qui est aussi intéressant avec ces deux cavaliers-là, c'est aussi les hommes qu'ils sont et les moteurs qu'ils sont pour l'équitation en Suisse et pour la jeune génération notamment. C'est-à-dire qu'ils sont aussi très attentifs. Si vous regardez Steve ou Martin, Steve par exemple, j'ai des images qui me reviennent où tout à coup il va au contact des plus jeunes, il va leur expliquer, il va, s'il le demande, hein, évidemment, il va pas vouloir jouer plus le rôle de coach, mais il sera aussi là pour l'équipe. Et ça, je pense que c'est aussi une chance. Et on l'a vu dans notre pays, c'est un moteur formidable d'avoir deux cavaliers comme ça. On est tous suisses, mais Steve Gerda est un Suisse romand, donc la partie francophone de la Suisse, et Martin un Suisse allemand, la partie alémanique de la Suisse. Donc ça aussi, c'est intéressant, même si on est Suisse avant d'être Suisse romand, Suisse allemand, bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant, non seulement au niveau sportif, mais aussi au niveau humain. Et quand vous avez Steve Gerda qui part en numéro un, Martin Fuchs en 2, 3 ou 4, 3 la plupart du temps, ben voilà, vous avez quand même la possibilité de tirer l'équipe vers le haut et aussi de tirer tout le monde vers le haut parce que les cavaliers, en faisant équipe avec des cavaliers comme ça, ont envie de se sublimer, bien sûr. Mais c'est aussi de la pression, hein, du coup. On imagine. Question d'Alan, c'est vrai que tu devais remplacer Andy Kittler qui est actuellement le sélectionneur après Tokyo, donc en septembre 2020. Est-ce que tu prends toujours tes fonctions en septembre 2020 ou septembre 2021 après le Non. report d'un an des Jeux Olympiques? Alors, c'était après les JO de Tokyo, mais c'était surtout le 1er septembre 2020 que le contrat débutait et ça va rester comme ça. Donc, je vais reprendre l'équipe le 1er septembre 2020. Du coup, l'objectif était d'avoir comme premier grand championnat un championnat d'Europe qui est évidemment très important, mais qui n'aurait pas été qualificatif pour la prochaine échéance olympique. Et là, ben, je vais me retrouver avec tout de suite les Jeux olympiques comme premier championnat. Donc, ça change quand même aussi un petit peu la donne, bien qu'un championnat d'Europe soit très important. Mais non, je vais commencer le 1er septembre. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est que cette saison, je devais accompagner l'équipe de Suisse Oui. sur plusieurs événements en Coupe des Nations pour aussi voir un petit peu l'envers du décor, même si j'ai eu l'occasion de le faire déjà un petit peu l'année dernière en tant que responsable du sport du saut d'obstacle. Mais du coup, ben, cette formation, ben, je ne l'aurai pas et du coup, peut-être qu'on va repousser un petit peu ça et peut-être qu'Andy viendra avec nous aussi sur certains événements. Parce que c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas s'apprendre sur le tas, entre guillemets, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu as besoin de ce soutien au début. Je pense que c'est un plus de pouvoir avoir cette formation et de voir aussi un petit peu comment ça se passe, l'envers du décor, sans être tout de suite, je dirais, sur le kiss and cry avec la pression du chef d'équipe. Je fais beaucoup trop ça, je suis désolé. Euh, avec la pression du chef d'équipe. Mais après, je me sens totalement prêt à endosser ce rôle. Je suis pas, il y a de l'adrénaline et beaucoup d'attentes. Je l'avais dit d'ailleurs à Jump Inside, j'aime pas trop le mot stress. C'est quelque chose qui peut Oui, parfois ouais. être négatif, mais voilà, il y a de l'adrénaline, beaucoup d'attentes. Je me sens prêt. Mais c'est vrai que ce qui aujourd'hui m'attriste aussi, et je le pense vraiment sincèrement, c'est qu'Andy Kissler est à la tête de cette équipe depuis plusieurs années. Il a fait des choses incroyables avec cette équipe et terminer, je dirais, avec une année comme ça, même si personne n'y peut rien. C'est le monde qui est comme ça aujourd'hui et c'est terrible ce qui est en train de se passer. Mais je suis très triste pour Andy Kissler et qu'il ne puisse pas terminer avec les Coupes des Nations qu'il avait prévu de faire et avec ces Jeux Olympiques qui devaient être le highlight. Donc voilà, peut-être si on arrive, une fois que je serai en place, à travailler un petit peu ensemble dans l'autre sens de ce qui était initialement prévu, ce serait beau aussi pour que lui puisse voilà, terminer autrement que à regarder les concours tomber les uns après les autres parce qu'il mérite beaucoup plus et c'est quelqu'un que j'apprécie et admire beaucoup et à qui je dois beaucoup aussi. Pour parler un peu stratégie, du coup, comment tu es notre premier chef d'équipe, en tout cas futur. On aura Thierry Pommel la semaine prochaine. J'ai souvenir d'un Patrick Caron qui notait absolument tout. Il avait des fiches de plusieurs couleurs et il mettait fiche rouge, c'est les cavaliers qui l'avaient un peu froissé.
il les mettait un peu de côté, il notait tout, tous les concours. Philippe Garda aussi, je crois, avait tout un panneau avec tous les concours, le prévisionnel. Comment ça se passe? Même, est-ce que tu regardes un petit peu les précédentes Coupes des Nations? Qui est-ce qu'Andy mettait en 1, 2, 3, 4? Quelle était sa stratégie? Est-ce que tu C'est peux nous amusant parler que un tu peu de ça? parles de ça parce que bah, du coup, en période de confinement, eh ben, il y a pas mal de choses à faire et j'ai déjà commencé à faire. Alors moi, je suis sur des tableaux Excel, donc c'est autre chose. Et j'ai déjà commencé à faire ça, non seulement la planification 2021, en croisant les doigts pour que bien, la situation sanitaire évidemment soit meilleure et surtout soit résolue pour tout le monde, pas pour le sport. Le sport, je dirais, c'est secondaire, même si c'est terrible ce qui se passe pour ce secteur-là, mais d'un point de vue sanitaire. Mais j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à regarder justement en 2019 quel cavalier était en 1, quel cavalier a fait quelle Coupe des Nations, quels ont été les résultats. Donc je commence à m'y mettre petit à petit. Et je suis quelqu'un qui suis très visuel et je vais avoir oui, mon petit tableau Excel. Par contre, je ne vais pas avoir une fiche rouge pour celui qui m'a Oui. froissé. Moi, si je me sens froissé, je vais tout de suite discuter pour surtout éviter que les choses ne s'enveniment. Mais j'espère surtout que ça n'arrivera pas. Mais voilà, on peut pas deviner. Mais évidemment, il y a ces choses-là. Et moi, ce qui va m'intéresser beaucoup aussi, je vais travailler en étroite collaboration avec tout le département de la relève. Cornelia Nutz en tête, qui est la responsable, et puis Christian Sota, Thomas Balsiger et Jörg Nutz pour vraiment regarder aussi qui arrive derrière et comment peut-être intégrer tel ou tel cavalier. J'ai toujours suivi avec beaucoup d'admiration et de passion les cavaliers de la relève et je pense que la passerelle qui est déjà très bonne aujourd'hui entre la relève et l'élite peut encore être intensifiée. Tu disais dans une interview que tu as accordée à Sud for Life il y a peu que tu visais un mandat, je ne sais pas si on appelle ça un mandat, mais en tout cas d'être chef d'équipe jusqu'en 2028 pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Trois Olympiades, ça va faire, c'est ambitieux. C'était deux à la base. Oui. Euh, non, bah parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit mais jusqu'à quand est-ce que tu dois faire ça? Et dans les discussions qu'on a eues au sein de la fédération et aussi avec Andy, avec lequel j'ai beaucoup discuté, on s'est dit que finalement deux Jeux Olympiques pouvaient être quelque chose de bien. J'ai un contrat, sans rentrer dans les grands détails, c'est pas à durée déterminée en Suisse, donc c'est pas des CDD comme on dit en France. Donc là j'ai un contrat et bah, qui peut être rompu par l'une ou l'autre partie comme tous les contrats de travail du monde. Et l'objectif, oui, c'est Los Angeles. Mais Los Angeles, ça se prépare pas en 2027. Donc, c'est pour ça que voilà, l'idée est de partir jusque-là. J'aurai 42 ans, il faudra éventuellement trouver un nouveau challenge à ce moment-là, ou peut-être continuer, ou peut-être que j'aurai arrêté avant. Ça, je peux pas le savoir aujourd'hui, et ça sera pas que moi qui le déciderai. Moi, je vais tout faire pour aller jusqu'à Los Angeles. En tout cas, c'est un petit peu ce que je me suis fixé dans mon esprit. Tu avais accordé aussi une interview à Jump Inside et tu parlais de la relève, mais c'est Mhm. la première fois aussi que je voyais un chef d'équipe ou futur chef d'équipe qui parlait un peu des exclus, ou en tout cas ceux qui ne font pas Ouais. partie d'une relève parce qu'ils sont jeunes et ambitieux, mais qui ont peut-être 30, 40, 50 ans et qui n'ont jamais pu percer alors qu'ils ont peut-être le système, les chevaux et qui se maintenaient sur 1,40 m très bien. Euh, c'est vrai que ça m'a marqué. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était, j'ai dû présenter un petit peu ma vision lorsque on a commencé à entamer les discussions et puis un petit peu un projet. Et un des quatre points clés que j'avais mis était justement la promotion de la relève et des cavaliers méritants, je dirais, ou des cavaliers qui s'illustrent peut-être dans des niveaux inférieurs que ceux qui sont laissés 6-5 étoiles. Et honnêtement, si durant la période où je serai chef d'équipe, je peux faire ressortir un jeune talent et ou un cavalier peut-être auquel on n'avait pas pensé, ce serait une magnifique victoire parce qu'on a la chance de faire un sport, enfin d'être passionné et de travailler dans un sport qui peut se pratiquer très longtemps. Donc on n'a pas besoin tout de suite, si à 21 ans, on n'est pas dans l'équipe élite et on ne fait pas des 5 étoiles, ça ne veut pas dire que la carrière, elle est perdue. Regardez Pius Switzer, je parlais de lui tout à l'heure, il est arrivé finalement sur le tard au très haut
au très haut niveau sur le tard, non pas par rapport à sa vie, mais par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres sports. Et peut-être, aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais peut-être que certains cavaliers auxquels on pense pas forcément aujourd'hui, peut-être que la saison prochaine, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être qu'il y en a, on se dira, mais tiens, il y a peut-être quelque chose à tenter avec ce cavalier qui a justement un système. Il faut des chevaux, évidemment, aussi, et un cavalier qui a surtout l'envie de défendre le drapeau suisse lors des Coupes des Nations. Et je crois il y a un chef d'équipe qui fait ça à merveille, c'est Philippe Gerda, qui a révélé un nombre de cavaliers. Si vous regardez toutes les équipes par lesquelles il est passé, c'est tout simplement incroyable. Donc voilà, je prétends pas du tout être Philippe Gerda, mais ça, ce serait une belle victoire et je suis sûr qu'il y a des cavaliers qu'on peut tirer vers le haut parce qu'avec le système d'aujourd'hui, c'est très difficile d'arriver tout en haut. Si on n'est pas bien classé au classement mondial, et pour être bien classé au classement mondial, il faut faire des bons concours, il faut marquer des points. Enfin, vous connaissez toute cette ritournelle, je dirais, pour utiliser un mot bien moderne. Et, euh, et ouais, ça, ce serait une magnifique victoire aussi. Bien sûr, les victoires, c'est sur les podiums, dans les grosses échéances, mais une belle victoire, ce serait de révéler quelques cavaliers. Oui, parce que j'ai souvenir des rankings quand il y avait Philippe Gerda. On Mhm. comptait combien on avait de Français dans le top 100. Donc c'est Ouais, bien. bien sûr. On Oui. est dans une démarche de se dire il faut qu'on élargisse notre vivier de cavaliers et que. Ouais. Bien sûr, c'est ça l'objectif. Et il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte parce que ben, il y a le talent du cavalier, il y a les chevaux, il y a les propriétaires. On a la chance en Suisse quand même d'avoir des propriétaires qui suivent les cavaliers depuis longtemps, qui leur font confiance et qui vraiment font que l'équitation suisse peut aller si bien aujourd'hui. Et c'est une immense chance. Et derrière, il y a des équipes, il y a des partenaires, il y a des grooms, il y a des vétérinaires, des maréchaux ferrants. Enfin, je veux dire, c'est sans borne tout ce qu'il faut pour faire ça. Et ce qu'il faudra aussi, c'est un vrai Swiss Team Spirit qui existe déjà aujourd'hui et qu'il faudra vraiment maintenir pour que tout le monde tire à la même corde pour cette équipe de Suisse. Et j'ai bon espoir que ça sera évidemment le cas vu les cavaliers qu'on a. Question de Pauline à propos de la finale Coupe des Nations de Barcelone, qui n'est pour le moment pas annulée, même si la forme changera un petit peu, en tout cas les qualifications. Ouais, ouais. Comment on avance à l'aveugle sur une échéance mondiale comme ça, sans préparation? On en a parlé ces derniers jours avec des cavaliers et puis avec Andy aussi. C'est vrai que c'est pas facile. Alors après, de nouveau, on a des cavaliers comme Steve et Martin. Donc je dirais qu'il y a déjà 2 places pour autant que tous les signaux soient au vert pour ces cavaliers-là, 2 places et il y en a deux autres qu'il faudra. C'est pour le mois d'octobre. Donc qu'est-ce qui se passera d'ici là? Est-ce qu'on pourra repartir au mois d'août et septembre déjà avec quelques événements? Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que en Suisse, pour l'instant, on ne sait pas, notre gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur la reprise des événements. Pour l'instant, les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits, mais nous, par rapport à l'Allemagne ou la Belgique qui ont interdit jusqu'à fin août et la France jusqu'à mi-juillet, pour l'instant, nous, notre gouvernement qui s'est prononcé hier n'a pas dit jusqu'à quand les rassemblements et les manifestations allaient être suspendus. Donc, on aura aussi quelque chose à faire au niveau national, parce qu'on a beaucoup de très beaux concours nationaux en Suisse, des organisateurs avec lesquels on est souvent en contact, qui sont motivés et qui sont là. Et l'un d'eux m'a encore dit ce matin au téléphone, il m'a dit, mais moi, mon événement, il est prévu en juin, je pourrais certainement pas le faire, mais moi, mon événement, je le repousse, j'ai envie de faire ces concours-là. Donc, on pourra se baser aussi sur ces grands prix nationaux, parce que le problème des concours internationaux, c'est pas seulement de savoir si la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas pourront organiser des internationaux, c'est de savoir si les autres cavaliers pourront aller à ces concours. Parce que pour l'instant, on ne peut pas traverser les frontières. Et c'est ça qui va être en fait aussi problématique, parce que tout le monde parle évidemment des manifestations interdites sur les différents territoires, et c'est bien normal. Mais ensuite, si la France ouvre, mais que l'Allemagne ferme, ou en Suisse, les frontières avec la France et l'Allemagne sont fermées, ben, on ne peut pas faire un international, puisque ce sont les 2 frontières qui permettent aux gens de venir chez nous. Donc, il y a tellement d'inconnus, c'est fou, et c'est ça qui est en fait difficile à notre petite échelle
de passionnés de sport équestre, c'est de ne pas savoir. Et on verra bien, mais c'est vrai que ça va pas être simple. Mais de nouveau, c'est en octobre, là on est au mois d'avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre. Il reste quand même 6 mois, et pendant ces 6 mois, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Et si ça part dans le bon sens, que tout le monde souhaite, ben on y verra peut-être plus clair. C'est vrai que la Suisse est assez différente en termes de médiatisation équestre par Mhm. rapport à la France. Bon, vous êtes un plus petit pays. Ouais, Il y a Roger Federer avec le tennis, et puis il y a finalement Steve Garda avec l'équitation, ouais. ce qui a réduit le choix des sports, ou en tout cas mis plus en lumière deux sports. C'est vraiment quelque chose que vous avez en plus par rapport à nous, peut-être en France, où c'est noyé avec le Ouais. rugby et d'autres sports. C'est vrai, et c'est d'autant plus fou du coup que ni Steve ni Martin ne soient nominés aux Sports Awards l'année dernière. C'est quelque chose qui a fait Ah oui. beaucoup de bruit en Suisse. Personne n'a compris. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire à part ce qu'ils ont fait pour être nominés aux Sports Awards? Enfin, quand on regarde la saison 2019, c'était incompréhensible et c'est quelque chose qui a été très dur. Alors peut-être pas pour eux, je pense que bien sûr ça les a peinés parce que c'est une reconnaissance qui peut être importante et c'est une réponse que et l'un et l'autre auraient mérité. Mais après, dans notre pays, on a bah, bien sûr Roger. Alors évidemment, enfin, Roger, c'est Roger. Je suis fan de tennis hein, après l'équitation, donc en plus, évidemment, je tire aussi à cette corde-là. Mais on a aussi on a du football avec un championnat, on a du hockey sur glace qui prend beaucoup de place aussi dans notre pays. Et en fait, aujourd'hui, les médias suivent les sports équestres et on a la chance d'avoir, je parlais d'Alban Poudret tout à l'heure, qui est un très grand connaisseur de ce sport, peut-être l'un des plus grands et qui se bat pour la médiatisation de ce sport par son magazine Le Cavalier Roman, mais aussi dans les médias généralistes, qu'ils soient radio, TV ou presse écrite. Mais quand on regarde, on a les numéros 1 et 2 mondiaux. Ils sont vainqueurs de finale Coupe du Monde, vainqueurs de top 10, champions olympiques, champions d'Europe, médaillés au championnat du monde. Si on met juste ça sur la table, la médiatisation de notre sport en Suisse, elle n'est pas suffisante. Oui. Donc, il va falloir Difficile à continuer retrouver à, ça. Ça risque d'être compliqué. Vous devriez être bah, au summum de la c'est ça. médiatisation. Alors après, il y a déjà des choses géniales qui se font. On a la télévision suisse qui suit beaucoup par rapport à d'autres pays. On a la chance d'avoir une télévision nationale qui diffuse des concours hippiques, ce qui n'est pas le cas en France. Les chaînes thématiques le diffusent, mais je ne crois pas que France Télévisions, à part les JO, diffuse par exemple les championnats d'Europe ou peut-être de manière restreinte, alors que nous, on a la chance d'avoir une télévision nationale qui nous suit. Mais je dirais par rapport à l'aura et à la qualité de ces cavaliers aujourd'hui, ben, il y a encore du travail à fournir et il faut que ces médias-là voilà, réalisent encore peut-être un petit peu plus la portée de ce sport. Et c'est pour ça que je reparle de cette notion d'ambassadeur du sport qui est capitale. Mais du coup, tu auras des assistants, des personnes à qui déléguer et dire eh ben, il faut pousser, là, il faut qu'on apparaisse Alors la fédération suisse a toute une, directement, d'accord. voilà, ce sera la fédération suisse où il y a des responsables communication, des gens qui sont là pour faire ce travail-là, mais je serai là aussi pour travailler avec ces gens-là et venant du monde des médias, je pense que c'est quelque chose que je ferai assez naturellement et volontiers, mais je ne veux pas me suppléer à quelqu'un qui sera déjà là. Et puis après, les cavaliers savent aussi et les journalistes vont directement vers Steve et Martin, par exemple, pour parler d'eux encore une fois, ou vers Brian, vers Pius, vers Niklaus Rucci ou d'autres. Ils vont directement vers eux ou vers ce qui est mis en place autour. Mais en tout cas, on sera à disposition des médias et moi, personnellement, je le serai vraiment, bah, comme Andy Kissler l'a été, parce que je pense que c'est aussi une manière de faire parler de notre sport. Et je ne m'attends pas à ce que les médias soient toujours gentils. Les médias doivent être justes. Donc, s'il y a quelque chose à dire, j'accepterai que les médias le disent aussi. Question de Manon sur toutes les opportunités qui t'ont amené à tout Mhm. ce grand chemin de vie. Euh, c'est vrai que bon, tu as commencé chez Yannick Garda et 8 jours après, ça a été une aventure folle. À Genève, il y a eu beaucoup de choses aussi. J'ai lu que Andy Kittler t'avait un peu
soutenu pour être speaker du championnat suisse Mhm. ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est juste. C'est quoi? Tu crois au destin, à tous ces petits trucs qui font que qu'on n'y croit jamais et que ça arrive. Moi, je crois qu'au destin et je crois pas du tout au hasard. Donc, je pense que déjà, j'ai eu énormément de chance. J'ai des gens qui m'ont tendu la main à des moments clés, qui m'ont beaucoup apporté, tant humainement et peut-être humainement en premier lieu, et aussi professionnellement, et qui ont toujours été là pour moi. Et c'est vrai que j'ai commencé ma première. Alors bon, j'ai été cavalier amateur, mais heureusement qu'on ne parle pas une heure de ma carrière, parce qu'on aurait assez rapidement terminé sur le sujet. Mais j'ai commencé, je dirais, dans ce milieu à me faire une petite place en tant que speaker, d'abord dans les concours régionaux et nationaux en Suisse, puis des internationaux, puis le comité de Genève, journaliste sportif et hippique au Cavalier Roman et pour parfois d'autres médias. Donc voilà, il y a des marches qui ont été montées les unes après les autres pour arriver là aujourd'hui. Et je crois que quand on fait les choses avec passion, on peut arriver. Et moi, je suis passionné par ce sport. Je vis pour ce sport. Là, c'est un petit problème par rapport à ce qui se passe, mais jamais de ma vie, je n'ai pas regardé de concours hippique depuis si longtemps. Donc là, c'est difficile pour tout le monde, mais j'ai la chance de partager ça aussi en famille, avec mon épouse qui monte aussi, qui a des écuries, qui fait de l'élevage. Enfin, tout ça, c'est une chance. La plupart de mes amis sont dans ce milieu-là. Et je suis passionné par le sport et aussi par ce milieu, par les gens qui sont dans ce milieu, qui viennent d'horizons tellement différents. C'est phénoménal, notre sport. Pour ça, C'est on a sûr. des gens notre sport ne serait rien sans les gens qui élèvent des chevaux on parle même pas d'heures de travail, c'est des années de travail pour ces gens-là qui font de l'élevage et on arrive à des propriétaires qui font confiance à des cavaliers. En même temps, on a des enfants qui sont passionnés, des parents qui se passionnent pour un sport peut-être qu'ils n'auraient même pas regardé. Enfin, c'est phénoménal cette vision à 360 et ce sport où on touche de zéro à 120 ans. Voilà. Et je pense que quand on fait les choses avec passion, moi j'avais franchement au départ aucune raison d'atterrir dans ce milieu. Mes parents ne sont pas dans ce domaine-là. Et très vite, je me suis passionné pour le cheval en premier lieu. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance. Et bah, Andy en fait partie. Et c'est vrai que bah, j'ai pu commenter le championnat suisse dont il était le président à Berne. Genève, c'est grâce à Alban. Et puis ce poste de chef d'équipe, bah, c'est aussi Andy qui m'en a parlé il y a une année environ maintenant et qui m'a dit ah, j'imagine arrêter après Tokyo. Puis d'abord, on a parlé de ça, puis après, il m'a dit, j'imagine que ce sera, je t'imaginerais bien à ce poste-là. Et, euh, et d'abord, j'ai rigolé, et c'est vrai, en me disant, non, mais quoi, comment? Et puis après, comme toujours, il y a une petite graine qui est plantée, et du coup, on y réfléchit, on discute d'abord avec mon entourage, avec ma famille, parce qu'évidemment, ça va engendrer aussi bah, plus de voyages, même si je voyageais déjà, et les concours hippiques, c'est pas le lundi, mardi de 8h à 18h, donc d'abord avec ma famille, puis bah voilà, avec certains cavaliers, aussi avec la fédération, bien entendu, et puis on en arrive là. Donc je crois qu'il faut croire en ses rêves et faire les choses avec passion et avec droiture. Très bien. Ça fait un Question peu dernière. professoral, non, tout ça? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je crois que si on est droit dans ses bottes, qu'on croit aux choses et qu'on se bat pour ce en quoi on croit et qu'on est passionné, on peut y arriver. C'est un peu ce qui ressort de tous les invités qu'on a pu accueillir. C'est vrai, Bien sûr. déjà ce destin et puis le fait d'y croire. On peut soulever des montagnes. Mais c'est ça, mais c'est impossible d'être cavalier sans être passionné. Vous voyez, cette vie de cavalier, elle est incroyable. Tous les sportifs, finalement, quand leur tournoi est terminé, s'ils le souhaitent, ils peuvent faire une pause. Un cavalier ne fait jamais de pause. La seule pause qu'ils font peut-être depuis le début de la carrière, c'est cette pause qu'ils font actuellement. Et ils sont forcés de faire cette pause, mais on est obligé d'être passionné par ce sport quand on est cavalier. Et du coup,
voilà, par ricochet, ben, ceux qui gravitent autour doivent être passionnés. Il nous reste 15 petites minutes ensemble. Je vais prendre une question d'Alan qui dit: certains chevaux comme King Edward ne sont pas sous passeport suisse. Sont-ils des montures tout de même envisageables pour Tokyo, sachant que le règlement FEI n'est pas très clair sur ce sujet, selon Alan? On verra ce qu'il en sera l'année prochaine. Là, il y avait eu, bah voilà, il y a eu cette décision qui a été prise par Yannick Aschpronger et par son propriétaire de confier King Edward à Henrik von Eckermann. Je suis pas devin et je peux pas dire ce qu'il en sera l'année prochaine. Ça dépendra certainement aussi du piquet de chevaux qu'aura Henrik et puis des souhaits de Yannick Aschpronger avec l'équipe de Suisse. C'est pas de la langue de bois, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas parlé encore Oui, de oui. ça parce que l'échéance est encore lointaine, mais évidemment l'objectif est d'avoir les meilleurs chevaux sous pavillon suisse. Et ça me fait penser, est-ce que tu te plonges un petit peu plus dans le règlement FEI et voir un petit peu pour contextualiser un peu tout, parce que Bien c'est quand sûr. même un document assez Alors, épais. disons qu'en tant que sous-directeur de Genève, je m'y plonge déjà assez régulièrement et vu que je suis très intéressé et passionné et que je vis pour ce sport-là, je lis pas que le règlement. Alors, je l'ai pas non plus sur ma table de chevet, c'est pas le livre que je lis avant de m'endormir, mais je ne lis pas que le règlement des concours indoor ou du circuit indoor pour Genève. Je m'intéresse à la réglementation en général, mais bien sûr, il faudra que je m'y plonge encore un peu plus, mais je dirais que j'ai déjà une bonne base de connaissances qu'il faudra encore. Bah, typiquement pour les Jeux Olympiques, c'est vrai que jusqu'à présent, alors à part le système bon, qui vient de changer en plus, mais à part ça, justement, ces questions de passeport et ces choses-là, c'est des choses dont il faudra, voilà, les échéances et ces choses-là s'y intéresser. Après, on a une personne qui s'appelle Evelyne Niklaus pour les Jeux Olympiques, qui est la directrice sportive de la Fédération suisse et qui est Madame JO au sein de la fédération et qui, enfin, je ne serais pas propulsé tout seul là-dedans, ce qui est rassurant du coup. Oui, c'est sûr. Je vois Anthony Darioli qui te demande comment tu vas gérer tant de voyages avec ta peur de l'avion. C'est un coquin. Euh, je vais vous dire, c'est le parrain de mon fils cadet, donc il me Ah, connaît bien. Euh, alors, c'est une très bonne question, Anthony. En plus, il connaît la réponse. Je vais pas avoir le choix. Donc, je vais prendre l'avion. C'est vrai que je n'aime pas l'avion. Je déteste ça. Après, je sais pas si quelqu'un vraiment est passionné par l'avion, à part le pilote qui conduit. Mais non, je vais pas avoir le choix. Donc, je vais bien devoir prendre sur moi. Donc, à part prendre sur moi, et je me dis que plus je vais le prendre, plus ça va aller. Et puis, si ça va pas, à chaque atterrissage, j'appellerai Anthony Darioli pour pleurer un bon coup. je vois une question d'Alice qui arrive intéressante. Certains cavaliers français sont basés en Suisse, à l'image d'Alexis Goulet qui est chez Puschwitzer. Mhm. Est-ce que c'est des gens, on sait que des fois des cavaliers restent longtemps dans une nation et Ouais. changent de nationalité. Est-ce que c'est des choses aussi que vous devez regarder? Changer de nationalité, c'est une décision qui appartient au cavalier, qui appartient pas à un chef d'équipe. Je me vois mal aller vers un cavalier que je trouve exemplaire et lui dire allez, s'il te plaît, viens monter pour la Suisse. C'est une décision tellement personnelle. C'est chaque cavalier qui doit décider. Et en plus, c'est pas parce qu'on est basé en Suisse qu'on va pouvoir monter pour la Suisse. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, je dis ça aujourd'hui, on verra, mais c'est pas du tout ma mentalité d'aller chercher les cavaliers des autres pour les faire monter en Suisse. C'est vraiment le cavalier. Si par contre un cavalier le décide et qu'il a envie de se donner pour l'équipe de Suisse et qu'il en a en effet les compétences et la possibilité, c'est avec plaisir qu'on l'accueillera à bras ouverts. Mais c'est pas nous qui allons aller toquer à sa porte. Une question de Thomas. Ah non, j'avais vu Coupe des Nations, maintenant Coupe de cheveux. Donc, bon, Ça, c'est le grand débat. Il y a même plein de posts sur Instagram sur qui se fait couper les cheveux par qui. Voilà. C'est ma femme pour répondre à cette question. je regarde, euh, je regarde les questions. C'est vrai qu'il y a une question qui revient un peu chaque soir. La plus grande boulette du groom, du cavalier. Est-ce que toi, à Genève, il y a eu des fois des boulettes? On a Virginie Coupe-Préfet qui nous a dit bah, on avait oublié totalement la Coupe du vainqueur à une édition du Global Champions Tour à Paris. Est-ce qu'à Genève, tu te rappelles d'une boulette? Hmm. Euh,
Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, oui, ce qui s'est passé, on peut parler de ça en 2000. En fait, c'était une boulette qui finalement est devenue quelque chose qu'on fait maintenant. Mais en 2018, quand Marcus Henning remporte le Grand Prix, tout à coup, on voit le podium qui s'installe sur la piste. Et à Genève, il n'y a pas de podium pour le Grand Prix. Et Que tout pour le commence top à être 10. installé. Ce podium, il est pour le top 10. D'accord. Et, et du coup, on arrive sur la piste et là, on se dit, oula, attends voir, là, il y a un petit problème. Que fait ce podium? Et rien n'était organisé au niveau des lumières pour que le podium soit illuminé. Il n'y avait pas les poursuites qui étaient au bon endroit. Enfin bref. Et en fait, on a demandé à notre partenaire, vu que le podium était aussi aux couleurs de Rolex et que c'est le podium du top 10, on a demandé est-ce qu'on peut le laisser. Ils ont dit oui, oui, bah, aucun problème. Mais en fait, maintenant, on a décidé de le faire. Par contre, une bonne boulette que j'ai fait une fois, vu que je commente les remises des prix et notamment la remise des prix du Grand Prix, je suis arrivé à la remise des prix sans ma feuille des résultats, avec le micro tout seul au milieu de la piste. Et là, du coup, alors par chance, je dirais que dans une épreuve de ce calibre-là, on connaît les Ouais. cavaliers. Mais quand on est au milieu de la piste et qu'on a environ 10 000 personnes qui nous regardent, de temps en temps, bah, il y a quand même un tout petit peu de pression. Et du coup, je me suis retrouvé à faire toute la remise des prix. Le pire, c'est que j'ai pas eu l'idée de demander à quelqu'un d'aller me la chercher. Donc, j'étais vraiment concentré sur ce que je faisais. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres boulettes? Non, il nous est arrivé des trucs pour le cross indoor, par exemple. On avait une immense araignée en fait magnifique, tout en bois. Et je me rappelle plus en quelle année c'était. Maintenant, ça devait être en 2015-2016. On installe l'araignée, l'épreuve allait débuter et là l'araignée craque. Et du coup, il a fallu tout revisser. Et du coup, il fallait des machines, sauf qu'une machine est tombée en panne, la machine de remplacement aussi, donc il a fallu aller rechercher encore une autre machine, et l'épreuve a commencé avec 1 heure et quart de retard. Donc ça, c'est peut-être le pire souvenir qu'on ait en matière de programmation. Donc voilà, mais maintenant on en sourit, c'est pas des choses très graves. Oui, oui. Et puis dans l'événementiel, il y a toujours des choses. Si on savait tout ce qui se passait en coulisses, j'imagine. Voilà, mais je vais pas tout dire. Mais l'ambiance, elle est chouette. Vous savez, à Genève, on est d'abord une bande d'amis qui faisaient du concours hippique. C'était en 1926 à la création. C'est un groupe de copains qui a décidé de créer le concours. Et aujourd'hui, vraiment, mais c'est vraiment le cas, on est non seulement dans le trio avec Sophie Motu et Alban Poudret, on est trois amis qui travaillons ensemble, mais au sein du comité, c'est vraiment comme ça. On a aussi un comité en très grande majorité bénévole, hein. Donc ça, c'est incroyable. Il nous reste 6 petites minutes. On a une Oh, on peut question de continuer Pauline. jusqu'à 20h30, hein, pas de souci. On a fait l'essai. En fait, le live Non, dure c'est un peu une long heure. pour les gens après. On a fait l'essai avec Bernard Lecourtois, mais ensuite pour nous derrière, Non, c'est non, mais plus je pour rigole, je manger. rigole. Du coup, Je dois aller faire ma longeole après. C'est une spécialité genevoise, donc il faut que je fasse ah, à manger. J'adore faire à manger. ça occupe de toute façon pendant le confinement. Il y a une question de Pauline qui demande quelle a été pour toi la plus belle édition du CHI de Genève. Oh, c'est dur ça comme question. Non, elles ont toutes quelque chose de magique. Bon, évidemment, ce qui était incroyable, c'est la finale de la Coupe du Monde en 2010. Ça, c'était incroyable d'avoir la finale de la Coupe du Monde à Genève et de pouvoir la commenter. Euh, Ce qui a été aussi assez incroyable, je dirais, c'est en 2013, quand Genève fait le choix de quitter le circuit de la Coupe du Monde et qu'il y a la création de ce grand chelem avec Aix-la-Chapelle et Calgary. Et que cette première édition, le vainqueur, c'est Steve Gerda avec Nino. Et ça, je dois dire que Steve est dans son jardin à Genève et ça, c'était assez fou. On avait l'impression que c'était écrit. Bien sûr que toute victoire aurait eu une valeur, mais que le premier vainqueur à Genève soit Steve Gerda qui est chez lui, c'est vrai que c'était incroyable. Et puis en décembre dernier, après cette saison incroyable où il remporte 7 grands prix 5 étoiles, il devient champion d'Europe, voir Martin gagner à Genève avec Clooney, alors qu'il avait souvent eu plutôt de la malchance dans le Grand Prix. Ça a été aussi incroyable. Après, dire quelle a été la plus belle, honnêtement, on s'éclate à chaque fois Ouais. et chaque victoire est assez belle. C'est pas pour sortir les violons que je dis ça, mais voilà peut-être les événements que je ressortirais. Est-ce que
qu'est-ce que tu dirais à des jeunes? Je vois beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui chaque soir sont très intéressés par tous les différents acteurs et du coup toutes les branches de métiers qu'on leur propose. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes qui aimeraient faire comme toi, même si tu as 15 casquettes à ton actif? Je vais Qu'est-ce en que... enlever plusieurs du coup à l'avenir, hein, parce que je vais garder Genève et celle de chef d'équipe. Je pense que si on a envie de... Alors pour être cavalier, là, c'est pas... vous avez d'autres invités qui sont beaucoup mieux placés que moi pour en parler, mais je pense qu'il y a une place pour les gens dans plein d'autres domaines de ce magnifique milieu qu'est le milieu équestre. Et, euh, et je pense que ce qui est important, c'est de voir plusieurs facettes pour voir ce qui nous passionne vraiment. Moi, finalement, c'est vrai que j'ai eu plusieurs casquettes, mais tout est un moment ou l'autre lié au sport pur, que ce soit en matière de, même en matière de communication. Enfin, j'ai toujours été relié, ma plus grande activité au CHI de Genève, outre la communication, c'est tout ce que je fais avec Alban Poudret à la direction sportive. Je pense qu'il est important, c'est qu'il faut aller un petit peu toucher à tout et il faut faire du bénévolat. Et c'est pas toujours facile de prendre de son temps, hein, pas toujours la possibilité. Mais moi, au concours hippique de Genève, j'ai commencé en tant que bénévole dans l'un des espaces, la tribune VIP qui s'appelle le Jockey Club. Et j'ai commencé comme ça à servir à boire et à manger aux invités. Ensuite, je me suis occupé de ce qui se passait derrière le rideau. Enfin voilà, j'ai vu toutes ces différentes facettes et il faut voir des facettes de plusieurs événements et, euh, et plusieurs facettes de ce métier-là, de ce milieu-là, pour voir vers quel métier on a envie de se diriger. Et surtout, il faut croire en ses rêves. De nouveau, c'est pas parce que on n'a pas forcément au départ un nom ou qu'on connaît pas forcément les bonnes personnes qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Mais important de s'engager pour les événements. Eh ben, merci beaucoup, Michel. J'ai le Grand chronomètre qui plaisir. s'est mis, il me reste 45 secondes. Aucun problème. C'était très intéressant. Je C'est m'excuse un pour les plaisir. petits bruits du chien. Non, mais Bon, comment il s'appelle le bulldog? C'est important. Figaro. Figaro. Très bien. Très bien. Voilà.